Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. I love you. Very much. I think America deserves Frank Underwood. Elles font partie de notre quotidien, concurrencent de plus en plus le cinéma et même les acteurs les plus célèbres s'y essayent. Alors que le festival Sérimania bat son plein en ce moment à Paris, on vous dit tout des séries à ne pas manquer en 2016. Mais aussi pourquoi le sexe fait plus que jamais partie des ingrédients d'une série à succès. Et ce, en compagnie de l'auteur de Sex and the Series, Iris Bray, que je vais tout de suite retrouver. Pourquoi sommes-nous donc tous accros aux séries télé ? Le festival Sérimania au Forum des Images à Paris draine plus de 15 000 spectateurs en une semaine. On en parle donc avec Iris Bray. Bonjour. Bonjour Louise. Merci d'être avec nous. C'est vrai que les séries détrônent presque le cinéma. Comment on explique un tel carton ? Parce que les séries deviennent excellentes et sont vraiment de mieux en mieux. Et pourquoi un tel carton ? Parce que les séries, c'est accessible. On peut regarder ça chez soi, dans son canapé, à un, à plusieurs, dans son lit. Et du coup, ce rapport au temps, il est différent. Et puis, voilà, il y a des nouvelles offres avec Netflix, avec Hulu, avec Amazon aux États-Unis, qui nous permettent aussi de consommer des choses très différentes, des mini-séries, des séries qui durent sur plusieurs saisons. Donc, je pense que tout le monde, en fait, y trouve son compte. Alors c'est vrai que le choix est de plus en plus vaste et une question alimente les dîners de nos soirées. Quelle est la série à surtout ne pas manquer ? On est allé interroger un spécialiste en la matière. Voici les 3 séries les plus attendues de l'année, à commencer par Westworld. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. I'm terrified. C'est sans doute la série, allez, au pire, une des 2 ou 3 séries les plus attendues de 2016. Il y a un très très gros casting, Ed Harris, Anthony Hopkins et beaucoup d'autres. C'est l'adaptation d'un film, Monde Ouest, et avec un pitch qui est quand même assez excitant, qui est ce parc d'attractions western où les robots finalement prennent conscience de leur situation de robots. C'est quand même une série à concept, comme on dit, donc on espère que le concept sera non seulement porteur de sens, mais aussi de surprise et d'un vrai plaisir de téléspectateurs. What's the get down? You don't know what the fucking get down is? The Get Down, ça sera un petit peu la réponse de Netflix à HBO qui a fait vinyle. Alors vinyle, c'est les années 70, le rock'n'roll. The Get Down, c'est vraiment la naissance du hip-hop à New York, imaginé par Baz Luhrmann. Une série musicale, encore une, c'est quand même une tendance assez forte. Il faudra voir s'il y a des personnages, il faudra voir s'il y a une vraie histoire. Pour le moment, The Young Pop est gardé vraiment au secret par ses futurs diffuseurs, mais c'est clairement un projet excitant. C'est quand même des gens de talent qui se sont unis pour cette histoire. Il y a Paolo Sorrentino à la réalisation, et puis évidemment, on attend de voir ce que donne Jude Law. Donc on espère que The Young Pop sera finalement une grande série politique dans la religion. Voilà, Pierre Langlais au micro de Julien Sauvager. Alors, anticipation, musique, religion, il y a des thèmes récurrents dans les séries récentes. Et vous êtes justement avec nous pour parler d'une thématique qui prend de plus en plus de place dans les séries, le sexe. Votre livre et son titre fait évidemment référence à Sex and the City, Carrie Bradshaw et ses amies new-yorkaises. C'est vraiment là que tout a commencé, le sexe dans les séries, ça vient de là ? Alors non, il y a eu évidemment d'autres personnages féminins ont eu des libidos avant Carrie Bradshaw. Je pense aussi aux craquantes, qui étaient donc des personnages qui avaient plus de 70 ans, ménopausés, mais qui parlaient de sexualité beaucoup. Là, la différence, c'est qu'on voit et que c'est au cœur de chaque épisode. Donc Sex and the City en 98, oui, ça marque une nouvelle ère. Et puis aussi, on a un personnage féminin principal qui n'est pas lisse. C'est pas une jolie belle blonde. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui écrit, qui a une carrière. Et avec ses copines, elle parle pas de maternité. Alors
alors qu'elles ont plus de 35 ans, elles parlent voilà, de sexualité et de plaisir. Et donc cette espèce de quête du plaisir et cette idée de est-ce que je peux faire l'amour comme un homme, puisque c'est le pilote qui commence comme ça, c'est des thématiques très fin années 90, mais en même temps ça montre à ce moment-là qu'on va vers quelque chose de différent et qu'on peut enfin parler de plaisir féminin à la télé. Alors justement, là on est au début des années 2000, qu'est-ce qui a changé 10-15 ans plus tard? Alors ce qui a changé, c'est qu'à mon avis on est dans un ton qui devient même de plus en plus libéré, puis on a une nouvelle génération de showrunneuses, donc de femmes qui sont vraiment au pouvoir, c'est-à-dire qui réalisent, qui dirigent et qui jouent. Donc je pense à Lena Dunham dans la série Girls qui commence en 2012. Et puis cette génération-là de jeunes femmes qui ont 20 ans à New York aujourd'hui, c'est des jeunes femmes qui ont grandi avec l'arrivée du porno gratuit. Et donc ça change beaucoup de choses aussi dans leur sexualité. Et c'est intéressant, on a des personnages qui vont à la fac et qui lisent voilà, le féminisme 2.0 et qui en même temps sont confrontés à des images d'une sexualité féminine qui est très stéréotypée. Donc c'est passionnant en fait de voir ces séries-là qui émergent parce que ça nous montre des nouvelles images et un nouveau discours. Et voilà, c'est entre le cinéma et le porno, il y a quand même les séries, c'est pas mal. Heureusement qu'elles sont là. Alors il existe même certaines séries qui ne traitent que de sexe. Je pense par exemple à Masters of Sex. Alors là, c'est quoi la vocation d'une série comme celle-là? Bon, alors Masters of Sex, c'est quand même basé sur deux personnages qui ont vraiment existé, donc dans les années 60, qui étaient deux sexologues, qui ont fait des énormes découvertes autour de la sexualité féminine. Et donc, à travers ce discours médicalisé, on apprend quand même beaucoup de choses, notamment sur l'orgasme féminin, et on démantèle des mythes qui existent encore aujourd'hui. Donc, elles sont dans des robes à la Mad Men, c'est les années 60, etc. Mais on dit des choses très, très fortes, et en fait, on se rend compte que c'est un savoir qui n'est pas accessible ni à l'école, ni dans les cours de biologie. Ouais. Et donc, finalement, on se retrouve à apprendre à parler voilà, de notre corps et ce que c'est que l'anatomie féminine grâce à des séries comme Masters of Sex. Bon, on parle beaucoup de séries anglophones parce que c'est vrai que les États-Unis ont un peu le monopole en matière de séries, mais la France rattrape peu à peu son retard en la matière, notamment grâce à l'exportation aux adaptations à l'étranger, près de 50% d'augmentation pour les ventes de production hexagonale l'année dernière, grâce à des séries comme Versailles ou Engrenage. Le géant américain Netflix signe même sa première série française, son nom Marseille, un plongeon au cœur des intrigues politiques de la cité phocéenne. Johan Baudin et Sophie Guignon nous en donnent un avant-goût. Partez, répétition, action. Sexe, trahison, vengeance, manipulation et corruption. Tout un programme avec des personnages et des acteurs hauts en couleur. Gérard Depardieu et Robert Tarot, le maire de la cité phocéenne depuis 25 ans. Un édile installé, mais assis sur un siège éjectable. Je l'ai mis le pied à l'étrier, je l'ai poussé devant moi. Son dauphin, incarné par Benoît Magimel, veut le pouvoir et compte bien le prendre. Je vais t'arracher Marseille des mains. Un duel féroce pour la deuxième ville de France. C'est vrai que c'est une ville de passion. Marseille, c'est tout ou rien, quoi. On l'aime ou la déteste. Et la politique dans le Sud a quelque chose de plus flamboyant, plus fantasque que dans le Nord, quoi. Des hommes politiques aux dents longues qui côtoient des femmes d'ambition. Nadia Farès est la présidente du Conseil général, prête à tout pour atteindre ses fins. Une première production française pour Netflix. C'est excitant de se dire, voilà, il y a cette plateforme qui est Netflix, qui a quand même, je crois, plus de 65 millions d'abonnés dans le monde, qui aujourd'hui a décidé vraiment de s'ouvrir à l'Europe et à la France. Donc c'est une opportunité extraordinaire, bien sûr. Le projet a mûri pendant de longs mois dans la tête de cet homme, Dan Frank. Je suis venu ici beaucoup, j'étais introduit parce que vous ne rentrez pas dans... La mairie, ça va, c'est assez facile, mais dans les cités, c'est pas si simple. Donc j'avais des gens qui m'ont introduit, puis après je me suis lié aux gens des cités. Dan Frank l'assure, le scénario n'aura rien à voir avec House of Cards, la première création de Netflix aux États-Unis. En attendant le 5 mai, date de la diffusion de la série, tous les coups sont permis. Iris, on le voit avec Gérard Depardieu, ça a été le cas aux États-Unis, Kevin Spacey, Matthew McConaughey. Les grandes stars vont de plus en plus vers les séries. Pourquoi ?
Parce que maintenant, la série, c'est ce qu'il y a presque de plus prestigieux. On voit que les réalisateurs comme Sorrentino se mettent à la série, donc ça donne envie. Et puis, je pense que c'est un moyen aussi de booster sa carrière. Voilà, on parlait de House of Cards, Robin Wright aussi. Quand elle quand elle réapparaît, je veux dire, tout d'un coup, elle a une autre aura, elle a un autre impact. Et puis, c'est vu par des millions de personnes. Et sur une durée, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des personnages auxquels on s'attache, qui nous accompagnent dans notre intimité, dans notre quotidien. Et ça crée un autre rapport, finalement, entre l'acteur et le spectateur. On gagne autant qu'au cinéma dans les séries, c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas les cachets des acteurs. Vu le nombre de téléspectateurs, peut-être que ça commence à changer. On finit avec le sexe au cœur de votre ouvrage Sex and the Series. Quelle est la série la plus osée du moment ? Pour moi, c'est la série Transparente qui est sur Amazon et diffusée sur OCS en France. La saison 2 est d'une beauté époustouflante. Pour la pitcher rapidement, c'est un père qui fait son coming out transgenre à ses enfants. Donc, il annonce qu'il n'est plus un prof à la retraite de 60 ans, morte, qu'il est en fait Maura, donc il s'appelle Maura. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 enfants vont réagir très différemment à cette annonce. Et la sexualité des 3 enfants va être au cœur des 2 saisons et va vraiment évoluer. On est dans une fluidité totale de sexualité, c'est passionnant. Et on voit que les séries osent de plus en plus. Merci beaucoup, Iris, d'être venue nous parler de ces séries. Je rappelle évidemment le titre de votre ouvrage, Sex and the Series. C'est paru chez Soap Éditions. Et évidemment, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images d'un poids lourd des séries américaines Game of Thrones. Retour très attendu de Jon Snow, Cersei et Khaleesi dans la 6e saison. Premier épisode le 24 avril. En attendant, voici de quoi vous faire patienter. Quant à moi, je vous dis à très vite. Nobody loves no one.